Le pavot, rien que le nom, ça évoque deux images complètement opposées, n'est-ce pas? D'un côté, des champs de fleurs magnifiques et de l'autre, des histoires bien plus sombres de pouvoir, de médecine et de conflits. C'est vraiment une plante à double visage et on va explorer ces deux facettes ensemble. Allez, on commence par une question que j'en suis sûr beaucoup de gens se posent. On est dans un champ, on voit une fleur rouge, on se dit «Ah, un coquelicot». Mais est-ce que c'est si simple? En fait, le coquelicot est bien une sorte de pavot, mais il a un cousin beaucoup plus célèbre et controversé, le pavot somnifère. Alors comment on fait la différence? Et cette distinction, elle n'est pas juste pour les botanistes, elle est cruciale, parce que c'est là que l'histoire se sépare en deux. D'un côté, on a l'innocence, la fleur des champs, et de l'autre, on a une plante qui détient un pouvoir capable de changer le cours de l'histoire. En fait, pour les reconnaître, ce n'est pas si compliqué qu'on sait où regarder. La tige du coquelicot, elle est poilue. Celle du pavot somnifère, elle est toute lisse, avec une couleur un peu bleu-vert. Mais le vrai indice, celui qui change tout, c'est la capsule au centre. Toute petite sur le coquelicot, mais bien grosse, bien volumineuse sur le pavot somnifère. Et c'est justement là-dedans que se cache tout son secret. Donc pour faire simple, le coquelicot, c'est la jolie fleur des champs, totalement inoffensive. Le pavot somnifère, lui, c'est une autre histoire. C'est une véritable petite usine chimique sur tige, bourrée de substances très puissantes qu'on appelle des alcaloïdes, comme la morphine et la codéine. Alors justement, cette source de pouvoir, allons voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette fameuse capsule qui a pu, littéralement, façonner des millénaires de notre histoire? Eh bien, ce secret, il a un nom, l'opium. Attention, ce n'est ni la fleur ni les graines, non. C'est le latex, une sorte de sève laiteuse qui coule quand on entaille la capsule avant qu'elle soit mûre. On laisse sécher ce liquide et il devient une résine foncée. Ça, c'est l'opium brut, la matière première de tout le reste. Le processus de récolte, il est ancestral, presque chirurgical. On fait de fines incisions sur la capsule encore verte, le latex blanc perle, il sèche à l'air et devient brun. Le lendemain, on vient simplement gratter cette résine, c'est un geste d'une simplicité désarmante, mais qui va avoir des conséquences mondiales. Et voilà où on touche au cœur du sujet. Cette substance, c'est à la fois un remède incroyable et un poison terrible. C'est le grand paradoxe du pavot, une dualité qui va marquer toute son histoire. Et ce parcours est juste vertigineux. Il y a 5000 ans, les Sumériens l'appelaient déjà la plante de la joie. Au XVIIe siècle, on trouvait du laudanum, un mélange d'opium et d'alcool, dans toutes les pharmacies. Et puis la science est arrivée. En 1804, on isole la morphine, une révolution contre la douleur. Et là, le coup de théâtre. En 1874, en cherchant un remède moins addictif, on synthétise l'héroïne. Incroyable. C'est une sacrée leçon d'humilité quand on y pense. Chaque fois que l'humanité a cru maîtriser le pouvoir du pavot pour faire le bien, elle a en fait ouvert la porte à une dépendance encore plus forte. L'héroïne, qui était vendue comme un remède miracle, s'est révélée bien plus destructrice que la morphine. Et puis, au XIXe siècle, l'histoire prend un tout autre virage. Le pavot passe d'une marchandise légale, échangée entre les pays, à une substance interdite et traquée. C'est une inversion à 180 degrés. Ouais, il faut bien se rendre compte d'une chose, l'opium à l'époque n'était pas du tout un produit clandestin, c'était un business. Un énorme business. Les fameuses guerres de l'opium, c'était tout simplement l'Empire britannique qui forçait la Chine à acheter son opium par la force. Ce n'était pas une question de santé publique, c'était une question d'argent et de domination. Le vrai basculement, la date clé, c'est 1912. Pour la première fois, le monde se met d'accord pour contrôler ce commerce. C'est le début de la prohibition. Mais qu'est-ce qui se passe quand on interdit quelque chose que les gens veulent toujours? On ne supprime pas la demande, non. On crée un marché noir. On transforme les commerçants en trafiquants. Et cette décision de 1912, ses conséquences, on les vit encore de nos jours. La culture du pavot est devenue un pion majeur sur l'échiquier géopolitique, finançant des conflits et déstabilisant des régions entières. Pour comprendre l'échelle, regardez ce chiffre. 8200. 8200 tonnes. C'est la production record d'opium illégal en Afghanistan en une seule année, 2007. Pour que ce soit clair, ça représentait 93% de toute l'offre mondiale. Un seul pays alimentait la quasi-totalité d'un marché planétaire. Et c'est là qu'on voit bien les deux mondes parallèles du pavot. D'un côté, on a une production légale hyper contrôlée, par exemple en France ou en Australie, pour fabriquer des médicaments, et de l'autre, une production illégale massive qui échappe à tout contrôle et qui alimente le crime organisé et les guerres. C'est la même plante, mais avec deux destins radicalement opposés. Sauf que rien n'est jamais figé dans cette histoire. Regardez, en 2021, les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan et interdisent la culture du pavot. Résultat, boum, la production s'effondre de 95%. C'est un véritable séisme qui a complètement rebattu les cartes du trafic mondial, mais qui a aussi laissé des millions de fermiers afghans sans aucune ressource. Au final, la question reste entière.
Comment est-ce qu'une simple plante a pu détenir autant de pouvoir sur la médecine, les empires et les guerres? De la plante de la joie des Sumériens au champ de bataille afghan, l'histoire du pavot, c'est finalement un peu la nôtre. C'est l'histoire de notre rapport au soulagement, au profit et au pouvoir. Une simple fleur qui en fait un miroir de notre monde.